donné, les patients, il va beaucoup mieux concernant son problème, mais il continue, et c'est là peut-être même où l'analyse commence. C'est au moment où on va mieux concernant les problèmes du départ et qu'on continue à venir. Parce qu'on veut avoir un interlocuteur privilégié, un peu, oui, c'est ça, un sorcier ou un chaman ou une figure des projections pour pouvoir accompagner, pour pouvoir analyser pendant le temps que ça s'est fait, le développement de sa vie, les choix cruciaux de sa vie. Est-ce que j'ai fait ça dans ma vie ou j'ai fait ça? C'est pas pareil. Je vais d'un côté ou je vais de l'autre. Et si je vais ici, ça va se passer comme ça. Si je vais là, ça va se passer d'une autre façon. Qu'est-ce que je dois faire? Les deux réponses peuvent être bonnes. Bien, mais elles sont très différentes. Elles vont m'échanger. Alors, qu'est-ce que je veux finalement? Je sais ce que je veux, mais ces deux choses-là qui se présentent pour moi dans mon existence aujourd'hui changent complètement mon point de vue de moi-même, de mon monde, de mes projets, tout ça. Donc, je vous demande non pas de me dire ce que je dois faire, vous les psychanalystes. Je vous demande pas. C'est pas le coaching. C'est pas le coaching. Même si, oui, on peut discuter aussi sur ça. Ouais. Même s'il le demande, vous pouvez le changer, ça. Et donc, en fait, c'est pas tellement que je vous demande de me dire ce que je dois faire, mais c'est que en vous parlant de ça, à un moment donné, je vais mieux visualiser une chose et l'autre. Et à un moment donné, je peux avoir même une surprise à partir des choses que j'ai dit, où j'ai déjà suis en train de choisir, où j'ai même déjà choisi A ou B, ou aucune des deux possibilités aussi, ça dépend. Mais quand même, la psychanalyse, c'est un lien social tout à fait particulier. Il a son champ d'application. Oui, et donc? Et comment vous le cernez-vous, ce champ-là? Oui, voilà. Et donc, pour revenir à votre deuxième question des perspectives, c'est que aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas être dans la même position du psychanalyste qui, à une époque... À belle époque. Comment? À belle époque. La belle époque. Oui, les années 60-70, où les psychanalystes étaient hyper idéalisés. Il est idéalisé toujours, mais d'une autre façon aujourd'hui. Il n'est pas idéalisé comme celui qui doit apporter une parole d'oracle. Pas tellement. C'est des petites touches, un peu tous les jours, sans être forcément un coaching, mais des petites touches. Et les patients aujourd'hui, ils ne supportent pas un psychanalyste qui se cadavérise, qui devient comme un cadavre qui ne dit rien. Même si parfois, dans pas mal d'analyses, on ne dit pas grand-chose, pour la plupart, on parle beaucoup. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'arrive aussi. Et il y a beaucoup de patients qui sont différents entre eux, des plusieurs modalités, des difficultés, des problèmes, etc., qui disent à peu près la même chose. Surtout au départ. Après, on rentre dans un autre système. Mais à partir d'un certain moment, on rentre dans un autre. Mais surtout au départ, il y a besoin peut-être que le psychanalyste intervienne, parfois rectifie des choses dans le réel, fasse un peu comme un sorte de, non pas coaching, mais dire comment ça se passe dans votre vie, qu'est-ce qui doit être modifié, parce qu'on ne peut pas supporter les choses de cette façon-là. Il y a un poids trop lourd, vous voyez. Votre camion est rempli de trop de matériaux pour construire une maison. Là, ça va pas tenir. Il va falloir faire plus de voyages, avoir moins de poids, par exemple. Je n'en sais rien. Vous voyez? Mais on ne rentre pas ici dans le champ de l'égopsychologie, de la psychologie des groupes. Non, parce que tout ça, ça fait partie en même temps que vous faites ça, vous êtes en train de vous adresser déjà au sujet de l'inconscient. Et vous, en faisant comme ça, vous êtes en train de travailler aussi les transferts avec les patients. Bon, mais
Mais revenons sur la question. Donc, donc les perspectives en fait de la psychanalyse, c'est qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que si le psychanalyste n'est pas docile aux choses nouvelles qu'apporte la psychopathologie actuelle, et s'il ne se laisse pas aller à créer, à innover, à expérimenter parfois des nouvelles praxis, la psychanalyse, elle va s'éteindre toute seule, elle-même. On sait bien que Lacan a introduit la pratique de la rupture de la parole vide. Exactement. Les séances courtes, plein de choses qu'il a introduit. Et ça, c'est super. C'est pour ça que Lacan, c'est magnifique. C'est super. Il fait revivre Freud à une autre époque. Et c'est ça. Quelque part, nous avons besoin de ça. Faire revivre Freud, Lacan et quelques autres à cette époque. Avec les données nouvelles, tout à fait nouvelles de cette époque. Voudriez-vous mentionner la neuropsychologie ou... Non, je parlais des... Non, je parlais des... Quand je disais des choses que cette époque apporte, c'est en termes de psychopathologie. Mm. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc l'innovation, elle a, d'après vous, une place très importante. Laquelle? Quoi? L'innovation dans la technique. L'innovation, oui. L'innovation. Et souvent, l'innovation, curieusement, vient d'où? Vient des propres patients. Les propres analysants vous soufflent, vous dit à peu près ce qu'il faudrait faire à certains moments. Comment il faut les écouter? C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Oui. Alors, les patients disent, voilà, maintenant il va falloir que vous fassiez comme ça. Oui, c'est pas mal d'être dirigé comme ça. Oui, et quelque part, ce n'est pas parce qu'il a dit ça que vous devez faire ça, mais c'est une indication. Et que vous pouvez réfléchir et dire, voilà, oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est pas mal cette idée, il faut voir. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre les mouvements de la psychanalyse et les mouvements des psychanalystes. C'est très différent ça. Il y a l'histoire de la psychanalyse, c'est une chose, et l'histoire des psychanalystes, c'est une autre chose. Et donc, il ne faut pas mélanger les deux. Donc, les psychanalystes, aujourd'hui, par exemple, il y en a de plusieurs types qui sont en train un peu de, comme vous parlez des fragmentations, hein, n'est-ce pas? Oui, mais il faut distinguer la personnalité et l'école. Oui. Et alors, si vous faites la distinction entre... Le style d'analyse, on ne peut pas le connaître sans passer par la couchette de Monsieur X ou Y. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi ce que je voulais dire, c'est que les côtés dogmatiques qui est nécessaire pour la formation, parce qu'il faut apprendre une doctrine, il faut apprendre une discipline, il faut apprendre une matière. Le taux de publication, ça augmente chaque mois. C'est déjà considérable. C'est déjà considérable, oui, j'écris, c'est incroyable, oui. On est d'une inflation du savoir. Oui, tout à fait. Et en plus, sur savoir disponible dans quelques clics. Tout à fait. Mais dans cette multiplication incroyable des savoirs, il y a beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions et de dire voilà, vous voyez, et donc ça tourne en boucle, ça tourne de façon répétitive. Travail référatif, mais pas formatif. C'est ça, plus un truc référentiel qui est créatif. Donc, oui, les perspectives de la psychanalyse, ça dépend de ça, du positionnement, de la posture que les psychanalystes vont avoir vis-à-vis de la chose actuelle que la société présente. Moi, je dirais. Merci de votre avis. Je vous en prie, mais il y a d'autres questions. Ah oui. Ah ben oui.
Pouvez-vous parler des écoles psychanalytiques traditionnelles françaises et des écoles contemporaines? Après la mort de Lacan, qu'est-ce qu'elle est devenue, la psychanalyse en France? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est une très bonne question et très vaste aussi. En fait, il y a deux grandes, en France, hein, institutions qui font une excellente formation et qui sont très différentes. L'une, c'est celle qui est liée à l'IPA, qui est la SPP, et l'autre qui est donc lacanienne, qui est l'école de la cause freudienne. Ce sont deux institutions très puissantes, les plus grandes, les plus importantes, qui ont une formation stricte, rigoureuse, solide, etc. Vous mesurez la puissance par la quantité des membres. Par la quantité des membres, par la qualité des publications, par la qualité de la formation, par la difficulté aussi à être accepté comme psychanalyste, et ainsi de suite. Plein des variables comme ça. Et donc, on ne peut pas, comment dire, on peut pas faire abstraction de ces deux institutions très fortes. Mais à part ça, vous avez un nombre incalculable de petites institutions tout autour, ou dit lointaines, notamment chez les lacaniens. Alors, à l'école de la cause freudienne, vous avez une orientation qui est plutôt unique, donc c'est assez hiérarchisé. Dans la SPP aussi, il y a une hiérarchie, mais elle n'est pas une orientation unique. Au contraire, il y a plusieurs orientations qui cohabitent très bien, une bonne démocratie, etc. Bon, dans les deux, il y a démocratie, mais disons qu'une est beaucoup plus une et l'autre un peu multiple. Mais ça, c'est pour la formation. Mais une fois que vous avez été formé, je pense que l'institution psychanalytique peut ou devrait prendre moins d'importance. Pour un peu comme si vous aviez été dans une école, une université, et après, vous sortez. Mais il faut sortir, quoi. Il faut à un moment donné sortir. Il faut briser avec l'autorité. C'est pas forcément de briser l'autorité ou de tuer le père symbolique. Oui, oui. Mais vous pouvez rester aussi. Mais je dis pas qu'il faut se rompre, qu'il faut sortir, qu'il faut. Non. Mais c'est que si vous voulez innover, si vous voulez créer, et la part institutionnelle doit diminuer, quoi. C'est un peu comme la famille. La part familiale doit diminuer si vous voulez vous lancer dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous rompiez avec vos parents, avec votre famille, tout ça. Non, bien sûr que non. Mais il y a un mouvement d'autonomisation, etc. Mais si on reste trop collé à l'institution, il y a les risques de la dogmatisation et de vouloir donc appliquer à la pratique analytique la doctrine ou les catéchismes, qu'ils soient anafreudiens, freudiens, junghiens, lacaniens, lacanien 1, lacanien 2, lacanien 3. Et on arrive forcément à la mécanisation. Et on arrive, exactement. Et on arrive un peu comme au temps moderne de Chaplin, l'application d'une doctrine à la mécanisation, tout à fait. Robotisation. Et donc, du coup, il faudrait qu'à ces moments-là, les patients, les analysant, ils s'adaptent à la doctrine analytique donnée, plutôt que l'inverse. Ou, je ne dis pas forcément plutôt que l'inverse, mais que, encore une autre version, que ce ne soit ni la psychanalyse qui s'adapte à ça, mais qu'elle soit attentive à ça, et que les patients ne doivent pas s'adapter forcément à la doctrine du psychanalyste, quoi. C'est comme on dit qu'on peut très facilement déduire l'élève aikidoka et l'élève karatéka, c'est tout à fait comme ça. On peut voir, même peut-être dans la rue, celui qui a passé l'analyse chez un analyste ou chez l'autre. Mais oui, tout à fait, oui. Et ça, vous diriez qu'il faut
qu'il ne faut pas l'accepter, cette standardisation en quelque sorte. Oui, il y a une standardisation. Lacan, il critiquait la standardisation de l'IPA, mais on trouve aussi une standardisation